On n'agresse personne. On ne fait que défendre nos intérêts. Déclaration du secrétaire général de l'OTAN avant la réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, le 9 janvier 2025. Bonjour, comment allez-vous? C'est très bien que nous ayons cette réunion aujourd'hui, ici, à Ramstein. Tout d'abord, parce que nous devons faire tout ce qui est possible pour nous assurer que l'Ukraine dispose de ce dont elle a besoin en termes de formation et d'équipement pour prolonger le combat et l'emporter dans cette lutte, qui a bien sûr commencé en février 2022 avec l'offensive massive et non provoquée de la Russie contre l'Ukraine. Ensuite, il est important d'être ici car tout cela concerne le partage des charges, s'assurer que nous sommes ensemble avec tous les pays représentés ici aujourd'hui. Prenons par exemple notre pays hôte, l'Allemagne. L'Allemagne a jusqu'à présent fourni près de 30 milliards d'euros de soutien en formation et en équipement pour l'Ukraine, donc cet esprit de partage des charges sera au centre de nos discussions aujourd'hui. Mais il y a une troisième raison pour laquelle nous devons être ici aujourd'hui, sous la direction américaine, et je félicite Lord Austin pour ce qu'il a fait jusqu'à présent pour nous rassembler. Et la troisième raison est que lorsque nous parlons de l'Ukraine, il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine. Nous avons vu 13 personnes mourir hier à Zaporizhia. Il s'agissait de civils innocents, non impliqués dans la guerre, qui ont été frappés par une attaque russe sur la ville de Zaporizhia. Cela prouve que, oui, bien sûr, la Russie essaie de capturer l'Ukraine, mais il y a aussi ce contexte global. Le contexte global est que nous devons mettre l'Ukraine dans la meilleure position possible, pour qu'un jour, lorsque des pourparlers seront initiés par l'Ukraine pour résoudre ce conflit, elle soit en position de force. Et lorsque ces pourparlers se termineront, il sera examiné si c'est un bon accord ou non. Et si ce n'est pas un bon accord, il sera surveillé par la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, et évidemment la Russie. Le monde entier regarde. Donc, nous devons nous assurer que l'Ukraine est dans la meilleure position possible, et nous ne devons pas oublier qu'il y a un contexte géopolitique en jeu ici. Merci beaucoup. Je vais maintenant entrer parce que je suis en retard à cause du temps, et j'espère vous voir plus tard dans la journée. Merci. Nos intérêts. Alors, qui est le provocateur? Est-ce que c'est nous? Nous n'avons que 2 bases militaires à l'étranger dans des zones qui représentent un danger terroriste. Au Kirghizistan, la demande a été faite par les autorités kirghizes, par le président de l'époque, Akev, après une incursion de terroristes venus d'Afghanistan. Au Tadjikistan, il y a une base russe qui est aussi sur la frontière avec l'Afghanistan. Je pense que vous avez tous intérêt à ce que la situation reste calme là-bas. La plantation de bases là-bas est bien fondée, compréhensible et adéquate. Les bases militaires américaines, elles, en revanche, sont partout dans le monde. Et vous dites que nous nous comportons agressivement? Le bon sens, il est où? Que font les forces américaines en Europe avec leurs armes nucléaires pré-stratégiques? Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Le 18 décembre 2014, Vladimir Poutine accordait une interview qui résonne aujourd'hui avec une acuité troublante. Alors que le monde observait avec inquiétude les tensions croissantes, les propos de Poutine dévoilaient déjà les racines d'un conflit qui allait s'intensifier en Ukraine et se prolonger jusqu'à nos jours. Dans cet entretien, il décrivait comment la Russie utilisait les sanctions économiques occidentales comme un levier pour renforcer son indépendance, tout en justifiant les actions militaires comme des réponses aux menaces persistantes. Ce discours met en lumière les dynamiques qui continuent d'alimenter le conflit actuel. Poutine dénonçait l'expansion de l'OTAN, l'accusant de dresser de nouveaux murs en Europe, et appelait à une coopération fondée sur le respect mutuel tout en défendant farouchement la souveraineté russe. Plongeons dans cette analyse qui, malgré les années écoulées, éclaire encore les enjeux de la guerre en Ukraine. On n'agresse personne. On ne fait que défendre nos intérêts. Le mécontentement de nos partenaires occidentaux, notamment des Américains, est lié au simple fait que nous défendons nos intérêts. L'augmentation de la tension n'est pas liée à nos manœuvres militaires ou à d'éventuelles actions menaçantes de notre part dans le domaine de la sécurité. Je m'explique. Vous avez parlé des vols de nos avions de combat, y compris des vols de nos avions stratégiques. Mais est-ce que vous savez qu'au début des années 1990, la Russie a complètement arrêté les vols stratégiques dans les régions éloignées, comme l'Union soviétique le faisait auparavant? Nous les avons complètement arrêtés. Mais pendant ce temps, les avions stratégiques américains ont continué à voler avec des armes nucléaires à bord. Pourquoi?
Contre qui? Qui menaçait-il? Nous n'avons pas effectué de vol. Année après année, nos avions n'ont pas volé. Il y a 2 ou 3 ans que nous avons recommencé. Alors, qui est le provocateur? Est-ce que c'est nous? Nous n'avons que 2 bases militaires à l'étranger dans des zones qui représentent un danger terroriste. Au Kirghizistan, la demande a été faite par les autorités kirghizes, par le président de l'époque, Akev, après une incursion de terroristes venus d'Afghanistan. Au Tadjikistan, il y a une base russe qui est aussi sur la frontière avec l'Afghanistan. Je pense que vous avez tous intérêt à ce que la situation reste calme là-bas. La plantation de bases là-bas est bien fondée, compréhensible et adéquate. Les bases militaires américaines, elles, en revanche, sont partout dans le monde. Et vous dites que nous nous comportons agressivement? Le bon sens, il est où? Que font les forces américaines en Europe avec leurs armes nucléaires pré-stratégiques? Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Écoutez, le budget de la défense russe pour l'année prochaine a augmenté. L'équivalent en dollars, pour ne pas dire une bêtise, c'est à peu près 50 milliards de dollars. Et le budget militaire du Pentagone dépasse le nôtre de 10 fois. 575 milliards de dollars. Le Congrès l'a accordé dernièrement. Et vous voulez dire que nous menons une politique agressive? Il faut quand même garder son bon sens, n'est-ce pas? Est-ce que c'est nous qui avançons nos bases militaires près des frontières des États-Unis ou d'autres États? Qui est celui qui fait avancer les bases de l'OTAN toujours plus près de nous? Qui est celui qui laisse avancer vers nous l'OTAN et les infrastructures militaires? Ce n'est pas nous. Quelqu'un nous écoute-t-il à ce sujet? Y a-t-il un dialogue qui a lieu avec nous? Non, ce n'est pas du tout le cas. On nous dit toujours la même chose. Ce n'est pas votre affaire. Chaque pays a le droit de choisir sa méthode pour garantir sa sécurité. Alors bon, nous allons donc faire la même chose. Pourquoi on nous interdit ça? Et j'en ai déjà parlé. Qui a résilié unilatéralement le traité du système de défense antimissile, qui était sans aucun doute à l'époque une des pierres angulaires des plus importantes dans tout le système de sécurité international? Est-ce que c'est nous? Non, ça a été fait par les États-Unis de façon unilatérale. Les USA nous menacent. Ils déploient ces éléments de la défense antimissile non seulement en Alaska, mais aussi ici en Europe, en Roumanie, en Pologne, tout près de nos frontières. Et vous voulez dire que nous menons une politique agressive? La question de savoir si nous voulons des relations sur un pied d'égalité avec l'Occident? Oui, bien sûr, mais seulement à condition que nos intérêts nationaux soient respectés, aussi bien dans le domaine de la sécurité que dans le domaine de l'économie. Pendant environ 19 ans, nous avons négocié l'entrée de la Russie à l'OMC. Nous avons dû faire énormément de concessions pour cela. Et tout le temps, on a pensé qu'il s'agissait d'accords vraiment solides, inébranlables. Je ne veux pas dire qui a tort ou qui a raison dans ce conflit ukrainien. Je pense que c'est notre position qui est la bonne. Mais laissons ça de côté. J'en ai parlé déjà plusieurs fois et je pense que nos partenaires occidentaux ont tort en ce qui concerne la crise ukrainienne. Donc nous avons adhéré à l'OMC. Là, il y a des règles commerciales solides. Ces règles ont été violées. Les règles du droit international ont été violées et les règles de la Charte des Nations Unies ont été violées lorsque des sanctions économiques illégitimes et unilatérales ont été infligées à la Russie. Est-ce de nouveau nous qui avons tort? Nous voulons entretenir des relations tout à fait normales avec l'Occident dans le domaine de la sécurité, dans la lutte contre le terrorisme, dans le domaine de la non-prolifération des armes nucléaires. Nous voulons collaborer dans le domaine de la lutte contre la drogue, contre le crime organisé et pour la prévention des maladies infectieuses, y compris le virus Ebola. Tout cela, nous allons le faire ensemble, y compris dans le domaine économique. Si nos partenaires occidentaux veulent bien. Vladimir Vladimirovitch, Monsieur le Président, 25 ans se sont écoulés depuis la chute du mur de Berlin. Vous avez vous-même été témoin de cet événement quand vous travailliez à l'époque en RDA. Depuis, on a beaucoup fait, peut-être pas ce que nous avions espéré initialement. Il y avait beaucoup d'espoir, mais quand même il y a eu des progrès. Grâce à votre persévérance, on était tout près de supprimer l'obligation de visa avec l'Union européenne.
Et maintenant, en cette année d'anniversaire de la chute du mur, en quelques semaines à peine, il y a à nouveau un mur qui est érigé. Pas en béton, mais il est là. Un mur invisible d'aliénation, de méfiance, d'accusation réciproque. Et où pensez-vous que ce refroidissement va nous conduire? Certains parlent déjà d'une nouvelle guerre froide. Est-ce qu'on va habiter dans des mondes séparés ou bien est-ce qu'on a des possibilités pour reconstituer le dialogue et la coopération? Vous avez parlé de la chute du mur de Berlin, et actuellement on voit que de nouveaux murs sont en construction. Donc je réponds à cette question, et j'espère que sur ce sujet vous serez d'accord avec moi. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous voyons la construction de murs. C'est bien vous qui êtes un spécialiste pour l'Allemagne et pour l'Europe. Après la chute du mur de Berlin, ne nous a-t-on pas dit qu'il n'y aurait aucune extension de l'OTAN vers l'Est? Malgré tout, celle-ci a tout de suite commencé. Il y a eu 2 vagues d'extension de l'OTAN vers l'Est. Et cela, n'est-ce pas un mur? Oui, ce n'est pas un mur matériel et réel, mais c'est plutôt un mur virtuel et invisible. Mais on a commencé à ériger ce mur. Et le système de défense américain antimissile en Europe le long de nos frontières, n'est-ce pas un mur également? Comprenez, personne n'a stoppé cela. Et c'est cela le problème principal des relations internationales d'aujourd'hui. Nos partenaires n'ont pas freiné. Ils ont décidé qu'ils étaient les vainqueurs, qu'ils constituaient l'Empire et que les autres étaient les vassaux qu'il s'agit de descendre. Et c'est ça le problème. Ils n'ont pas arrêté de continuer partout la construction de ce mur, en dépit de toutes les tentatives et de tous les gestes de notre part pour travailler en commun, sans qu'il y ait des lignes de division en Europe et partout dans le monde. Je pense que notre position intangible par rapport aux différentes situations dans le monde, également en Ukraine, devrait faire comprendre à nos partenaires occidentaux que le meilleur chemin et le plus juste, c'est d'arrêter de continuer à construire de nouveaux murs et de commencer à construire une zone commune humanitaire, de construire une zone commune de sécurité et d'économie. Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement avec notre économie, est-ce le prix pour la Crimée? C'est maintenant le moment de l'avouer honnêtement. Non, ce n'est pas le prix pour la Crimée. C'est le prix pour notre désir naturel de pouvoir subsister en tant que nation, en tant que civilisation, en tant qu'État. Et cela pour les raisons suivantes. Tout à l'heure, lorsque j'ai répondu à la question de votre collègue qu'après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, on s'est totalement ouvert à nos partenaires occidentaux. Et qu'est-ce qu'on a pu voir ensuite? Le soutien direct et total du terrorisme dans le Caucase du Nord, c'était de l'aide en direct. Comprenez-vous? C'est ainsi qu'agissent les partenaires? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est un fait et tout le monde le sait. Dans chaque question, quoi qu'on fasse, on aboutit toujours à des problèmes, à des résistances et à des luttes contre nous de la part de l'Occident. Rappelons-nous les Jeux Olympiques de 2014 à Sochi. De quelle manière notre pays s'est préparé pour cet événement, avec quel enthousiasme et quelle joie nous l'avons fait? Avec ces Jeux Olympiques, nous avons voulu organiser une fête non seulement pour nous, mais aussi pour les amis du sport du monde entier. Et c'est un fait réel qu'on a essayé comme jamais auparavant, et jamais avec une telle ampleur, et jamais de façon aussi clairement coordonnée, de discréditer et de calomnier non seulement les préparations pour les Jeux, mais aussi les Jeux Olympiques eux-mêmes. C'est un fait évident. Mais pourquoi cela? Qui a besoin de cela? Et ça continue sans fin. Lors de la réunion du club Valdai, j'avais déjà utilisé l'image de l'ours russe. Pour beaucoup de gens, l'ours symbolise la Russie. À ce moment-là, j'avais comparé la Russie à l'ours qui protège sa taïga. Si nous continuons à analyser cette image de l'ours, alors moi-même j'ai parfois la pensée que notre petit ours devrait effectivement se tenir tranquille et qu'il devrait arrêter peut-être de chasser les marcassins à travers la taïga et à la place manger peut-être seulement des baies et du miel. Peut-être qu'alors on laisserait l'ours tranquille. Non, on ne le laissera pas tranquille parce qu'on voudra toujours enchaîner l'ours. Et dès qu'ils y arriveront, ils arracheront les dents et les griffes à l'ours. Dans notre langage moderne, cela représente les armes nucléaires de dissuasion. Dès que cela arrivera, que Dieu nous en protège, l'ours lui-même deviendra inutile et on s'appropriera la taïga.
Car à plusieurs reprises, nous avons entendu de la bouche de représentants presque officiels de l'Occident qu'il est injuste que toute la Sibérie, avec ses ressources illimitées, n'appartienne qu'à toute la Russie. Est-ce donc injuste? Arracher le Texas au Mexique, c'était donc tout à fait correct? Que nous vivions sur notre propre territoire, ce serait donc injuste et pour cela on devrait diviser nos terres? Et dès que les griffes et les dents ont été arrachées à l'ours, alors on n'aura plus besoin de l'ours, on fera de lui une descente de lit, un ours empaillé. Et donc, il ne s'agit pas du tout de la Crimée. Il s'agit de défendre notre autonomie, notre souveraineté et notre droit d'existence. C'est ça que nous devrions tous comprendre. Si nous partons du fait qu'à peu près 25% de la situation de notre problème économique actuel est causée par les sanctions occidentales, et c'est ainsi, ces sanctions sont de 25 et 30% responsables de la situation actuelle. Nous devons comprendre cela et décider si nous voulons nous maintenir et combattre, et ce faisant, nous améliorons notre structure économique en utilisant les sanctions comme tremplin. Et ainsi, nous deviendrons plus indépendants, renouvelés par ces temps difficiles. Ou alors, voulons-nous que notre peau d'ours soit accrochée au mur? Voilà le choix devant lequel nous nous trouvons. Et cela n'a rien à voir avec la Crimée. Cette interview de Vladimir Poutine offre un cadre de réflexion fascinant sur des questions de géopolitique, de défense des intérêts et de souveraineté. En analysant ces propos, nous pouvons dégager des leçons applicables à la vie personnelle et professionnelle, notamment en matière de résilience, de vision stratégique et de défense des intérêts personnels. Cette analyse vise à enrichir la compréhension de ces concepts et à explorer comment ils peuvent inspirer l'excellence dans différents domaines de la vie. À en tirer parti des difficultés pour se renforcer. Poutine souligne que la Russie a utilisé les sanctions économiques comme un tremplin pour renforcer son indépendance. Cette idée peut être transposée à la gestion des défis personnels et professionnels. Dans la vie, les obstacles peuvent être transformés en opportunités de croissance si l'on adopte une attitude proactive. Lorsqu'un projet échoue ou qu'une critique est reçue, l'analyse et l'ajustement des stratégies permettent de se renforcer. De la même manière, les expériences négatives dans la vie personnelle peuvent révéler des forces cachées et développer la résilience. 2. Défendre ses intérêts avec détermination. Le discours de Poutine insiste sur la défense des intérêts nationaux, même si cela contrarie d'autres nations. Cette détermination peut être appliquée dans la vie quotidienne. Il est important de défendre ce qui nous tient à cœur, que ce soit nos idées, nos projets ou nos valeurs. Cependant, il est essentiel de chercher un équilibre, en veillant à ce que la défense de nos intérêts ne soit pas au détriment du bien d'autrui. En mettant les intérêts des autres en avant, on peut souvent atteindre un véritable épanouissement personnel tout en préservant nos propres intérêts. 3. Être conscient des perceptions et des normes. Poutine remet en question les actions des États-Unis et l'inégalité perçue dans les réactions internationales. Cela met en lumière l'importance de comprendre comment nos actions sont perçues par les autres. Dans le contexte professionnel, cela implique d'être attentif à l'impact de nos décisions et de clarifier nos intentions pour éviter les malentendus. Sur le plan personnel, être conscient des perceptions peut aider à prévenir les conflits et à améliorer la communication. 4. Persévérer malgré les obstacles. L'entrée de la Russie à l'OMC, bien que parsemée de concessions, illustre l'importance de la persévérance. Cette ténacité est une qualité essentielle pour atteindre des objectifs, malgré les défis. Que ce soit dans le cadre d'une carrière ou dans la réalisation d'objectifs personnels à long terme, maintenir ses efforts face aux difficultés est crucial. La persévérance permet de surmonter les obstacles et d'atteindre des niveaux plus élevés de réussite. 5. Maintenir son intégrité et son autonomie. Poutine met l'accent sur la nécessité pour la Russie de préserver sa souveraineté et de ne pas se laisser dominer par des influences extérieures. Cela nous rappelle l'importance de maintenir notre intégrité et de rester fidèles à nos principes, même sous pression. Dans le monde professionnel, cela signifie parfois refuser de participer à des pratiques contraires à nos valeurs. Dans la vie personnelle, cela implique de cultiver l'indépendance et de prendre des décisions en accord avec ses convictions. Avant de finir, considérons le contexte actuel et implications géopolitiques. À la lumière des déclarations récentes du secrétaire général de l'OTAN, il est évident que les tensions entre la Russie et l'Occident continuent de s'intensifier. Lors de la réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, l'accent a été mis sur le soutien à l'Ukraine pour renforcer sa position dans le conflit.
Cependant, cette stratégie, bien qu'orientée vers un soutien à l'Ukraine, pose une question cruciale. Cette approche ne risque-t-elle pas de prolonger la guerre, augmentant ainsi le nombre de morts et la souffrance des civils innocents? Il est impératif de remettre en question l'attitude actuelle de l'OTAN et de ses alliés, qui semblent perpétuer un cycle de confrontation avec la Russie. La logique de prolongation du conflit, sous couvert de renforcer la position de négociation de l'Ukraine, pourrait être perçue comme une provocation continue envers la Russie, alimentant ainsi une spirale de violence qui ne fait qu'aggraver la situation. Plutôt que de s'enliser dans une guerre prolongée, l'urgence devrait être de chercher des voies de dialogue et de compromis qui mettent fin aux hostilités. La communauté internationale, éreintée par les conséquences de ce conflit, aspire à la paix. Il est temps de mettre fin à cette folie guerrière, d'adopter une approche diplomatique plus concertée, et de travailler de manière proactive pour une résolution pacifique. Ce n'est qu'en cessant les provocations et en s'engageant véritablement pour la paix que nous pourrons espérer mettre un terme à cette tragédie humanitaire et offrir aux populations affectées un avenir plus serein. En combinant les réflexions de Poutine et les déclarations de l'OTAN, nous obtenons un aperçu des dynamiques de résilience, de défense des intérêts et de préparation stratégique. Cependant, il est impératif de critiquer une approche qui prolonge la guerre et la souffrance. Ces principes peuvent être appliqués pour encourager une navigation réfléchie dans des contextes complexes, tout en priorisant la paix et la réconciliation. Je vous invite à réfléchir sur ces questions. Comment percevez-vous le rôle de la résilience dans la recherche de la paix? Pensez-vous que les actions des grandes puissances exacerbent les conflits ou qu'elles pourraient être réorientées vers des efforts de paix? Partagez vos pensées et perspectives en commentaire. J'ai hâte de lire vos contributions et de discuter avec vous sur ces enjeux cruciaux. Merci et à très bientôt.